Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Si je te parle de trigger, sans même aller jusqu'à te demander ce que c'est qu'un trigger positif, mais si je te parle juste de trigger, est-ce que ça te parle? Je pense que si tu as regardé déjà une vidéo sur YouTube, ou plusieurs, tu as dû tomber sur du contenu qui commence par trigger warning, même du contenu en français, avec un créateur ou une créatrice de contenu qui te dit hey, trigger warning, tel sujet est un petit peu sensible, etc. Sur les réseaux sociaux, cette notion de trigger warning, elle pullule. Elle pullule. On en parle à juste titre en réalité parce qu'on est des animaux de réaction en fait. Là on va parler avec les triggers qu'on peut traduire en français par déclencheurs de tout ce qui relève chez nous de pavlovien, de tout ce qui chez nous relève de l'automatisme, de la pure réaction sans conscience, sans... Voilà, tout cela. Eh bien on sait peu en réalité qu'il y a des triggers positifs, on sait peu qu'on peut mettre en place des choses pour gérer nos propres déclencheurs et qu'on a un peu la main mise là-dessus. Voilà, si c'est un épisode complètement... dont la conclusion aurait été de te dire nous sommes que déterminisme et on peut rien faire, ben j'aurais déjà pas fait ce podcast et ensuite pas fait cet épisode. L'idée c'est de définir d'abord ce que sont les triggers positifs, qu'est-ce que c'est. Ensuite de voir quelles sont les applications qu'on peut leur donner dans le domaine de l'apprentissage des langues, et je vais déjà te donner la liste des applications. D'abord, c'est d'avoir une plus grande efficacité, de pouvoir réduire notre temps d'étude, d'avoir une meilleure mémorisation et de moins mélanger les langues d'une même famille. Je vais pas dire de pas mélanger les langues parce que je peux pas promettre un résultat à 1000% ou 100%, mais au moins de moins les mélanger et de manière générale d'être beaucoup plus conscient de nos réactions. Donc on va d'abord bien définir ce dont on parle et ensuite on va voir quelles sont les applications qu'on peut en faire pour l'apprentissage des langues. Si tu tapes trigger positif, comme c'est du franglais, tu vas rien trouver ou quasi rien sur Google. Tu peux utiliser en anglais, si tu lis déjà l'anglais, le mot positive triggers pour aller plus loin. Et sinon, si tu as besoin de faire des recherches en français, ce qui est complètement légitime, la notion d'ancrage en hypnose, elle va pouvoir beaucoup t'aider parce que ça définit ça en réalité. Un ancrage, c'est un principe d'association spontanée entre une stimulation externe ou interne et un état émotionnel particulier. Donc c'est une notion que tu peux creuser par la suite si tu as envie d'aller plus loin. Tu peux aussi t'intéresser à la notion d'auto-ancrage en PNL, programmation neurolinguistique, si je dis pas de bêtises. Parce que l'idée, c'est ce qu'on va faire, c'est un peu ça, s'auto-ancrer, s'auto-trouver nos petits déclencheurs pour nous aider à avoir un état émotionnel qui nous permet d'apprendre mieux, plus vite, plus simplement, plus distinctement, et de dissocier des langues d'une même famille qu'on peut apprendre pour ceux qui se retrouvent face à cette problématique. J'aurais sans doute dû commencer l'épisode par ça. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de l'ordre de l'optimisation, c'est de l'ordre du hack, c'est de l'ordre de l'astuce, c'est un paramétrage fin que de s'intéresser aux triggers positifs dans notre apprentissage des langues autodidactes à la maison. Si tu arrives pour la première fois sur un épisode de La Fabrique à Polyglotte, je te conseille de t'arrêter là. Parce que la première chose à faire, c'est d'abord de mettre en place une immersion à la maison pour apprendre les langues de manière autodidacte plus simplement, plus facilement et en atteignant ses objectifs et en faisant quelque chose de plus enthousiasmant que ce qu'on a connu dans le système scolaire ou dans certaines méthodes un peu rébarbatives. Donc voilà, cet épisode ne s'adresse pas à quelqu'un qui n'aurait pas à toi si tu n'as pas encore mis en place un apprentissage à la maison. Maintenant, si tu as mis un apprentissage des langues déjà à la maison, si tu as déjà un système d'immersion, si tu as déjà mis en place plein de choses et que tu te rends compte que tu peux améliorer, que tu as encore une marge de manœuvre au niveau de l'amélioration ou que tu as encore des blocages, notamment au niveau de ta qualité d'attention, de qualité de présence, du fait que tu mémorises peu ou que tu mélanges les langues, alors cet épisode va t'aider. Allons plus loin dans la définition de ce que c'est que le trigger. Je sais pas si c'est un mot très très scientifiquement utilisé, c'est pour ça que je te renvoie aussi avec la notion d'ancrage, mais en tout cas, je pense qu'un bel exemple, c'est la Madeleine de Proust, si on veut aller directement dans le sujet du trigger positif. La Madeleine, c'est le déclencheur, et le sentiment, je te réinvite à lire ce passage-là de Proust.
c'est un sentiment, en tout cas de bonheur, quoi, de joie. Alors nous, on cherche pas le bonheur, ni la joie, ni l'amour de la tendre enfance, mais on cherche à être plus présent, à être plus en capacité d'apprendre. Qu'est-ce qui peut nous déclencher? Alors tout ce qui peut, en fait, titiller tes 5 sens. Donc ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut même être un mot qu'on prononce, ça peut être des sons, ça peut être une musique. Je suis sûre qu'il y a une chanson, je la mets, ça déclenche des sentiments particuliers en toi, et à chaque fois que tu la mets, ça déclenche les mêmes sentiments particuliers en toi. Ça peut être un vêtement, un tissu, un accessoire, enfin quelque chose qui vient toucher, qui vient solliciter le sens du toucher. Ça peut être aussi un geste. Je t'ai parlé de la power pose, les postures de pouvoir. Voilà, les postures de pouvoir, on a fait de la recherche là-dessus. Ça peut être, je le dis aussi, une odeur, etc., etc. Un autre exemple de trigger sonore que tu as, je pense que certaines notifications de ton téléphone te triggerent. La sonnerie de ta maison sollicite un sentiment immédiat chez toi. Soit c'est le stress, soit c'est la joie parce qu'il y a un truc qui arrive, ou que tu attends le livreur parce qu'on va te livrer un plat sympa, ou tu as un colis que tu attends depuis longtemps, ou tu as la visite de quelqu'un qui te fait plaisir. Mais c'est tout ça qu'on va essayer de maîtriser un petit peu plus pour l'apprentissage des langues. Comment est-ce que j'ai découvert ça? J'aimerais te raconter un petit peu mon histoire avec les triggers, comment j'ai pu m'approprier ça dans ma vie. Et je me suis approprié ça dans ma vie à un moment donné où d'abord, je ne m'intéressais pas à l'apprentissage des langues, à un moment donné où je connaissais même pas l'hypnose, à un moment donné où j'avais plutôt un état d'esprit, qu'on appelle ça, fixed mindset, un état d'esprit un peu rigide, c'est-à-dire que je pensais fort que j'étais comme j'étais et que je devais faire avec mon caractère tel qu'il était. J'avais pas l'idée qu'il y avait des petites améliorations possibles, etc. Et pourtant, j'ai utilisé un autre trigger, un autre déclencheur, parce que j'avais géographiquement déterminé des zones dans mon studio. Je vais te raconter cette histoire, elle se passe quand j'avais 20 ans. Je te parle de quelque chose qui s'est passé il y a bientôt 12 ans. Donc il y a bientôt 12 ans, j'étais le genre de personne qui attendait la dernière minute avant de se mettre à travailler. Et donc c'était au moment où j'avais 20 ans, je passais un diplôme de design graphique. À l'époque, ça s'appelait pas design graphique, ça s'appelait communication visuelle. On est à 10 jours, 15 jours, ou 12 jours, une poignée de jours avant mon diplôme, et j'ai pas encore commencé à faire tous mes rendus. Parce que j'arrive pas à travailler avant d'être mue par un stress inimaginable. Parce que dis-toi que quand je me suis rendu compte que je m'étais pas encore bougé les fesses et qu'on était à 2 semaines de mon rendu, tous mes rendus de diplôme, je me suis rendu compte que j'aurais plus le temps de dormir en fait. Je me dis mais Coralie, là on est vraiment dans la merde. On est dans la merde là, comment on va faire? Je suis à 2 semaines de mon diplôme, j'ai rien fait. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai pas le temps de dormir. Donc, je vais dormir comme un marin. Il y a plusieurs rythmes marins, mais on va pas rentrer dans le détail de quel rythme marin j'ai choisi. Mais en gros, je crois que je dormais 40 minutes ou 20 minutes, je sais plus. Un truc comme ça, 20 ou 40 minutes. Puis je faisais plusieurs heures de travail. Puis je dormais un tout petit peu. Puis je faisais plusieurs heures de travail parce que j'en étais rendue à ce point-là. À l'époque, je vivais dans un 28 mètres carrés. Donc tu m'imagines évoluer si t'enlèves la cuisine, la salle de bain, tout ça, tu m'imagines évoluer dans 18 mètres carrés. Dans une seule pièce, là où il y avait un lit, un bureau et un petit fauteuil. Et je me suis rendu compte que je perdais trop de temps en fait à passer d'une activité à une autre. Et donc je me suis dit, ok, il faut que je sois beaucoup plus rapide parce que sinon ça va être là et je pourrais même plus ne plus dormir et je sais plus comment je vais faire. J'étais à ce point-là de stress donc je me suis dit, ok, je mets ce fauteuil en rotin là. Quand je m'assois sur mon fauteuil en rotin, je fais toute la partie rédactionnelle, toute la partie avec les mots, toute la partie où je dois réfléchir à des phrases que je dois construire. Quand je m'assois au bureau et que je me transporte mon ordi à mon bureau, là je fais toute la mise en page, toute la partie graphique, j'ai plus besoin de mon cerveau, j'ai plus besoin juste besoin de mes yeux et de mettre en page. Ok. Et quand je vais sur mon lit, il faut plus que je pense à plein de choses, il faut que je m'endorme automatiquement, donc je vais dormir en mettant une autre couette et en mettant mes pieds à la place de ma tête et ma tête à la place des pieds, comme ça j'ai plus les émotions, j'ai plus tout ce qui m'arrive d'automatique quand je me couche normalement. Et donc, dès que je me levais, j'allais d'abord sur mon fauteuil en rotin, je rédigeais, ensuite je passais sur mon bureau et je mettais en page. Et de cette manière,
C'était mon système que je m'étais inventé comme ça. J'allais beaucoup plus vite et pour éviter de devenir complètement folle parce que j'ai passé quand même 10 jours dans ce rythme de malade, eh ben, j'allais à la boulangerie, j'achetais un sandwich frais et du Coca-Cola et je rentrais chez moi et c'était un moment où je pensais à rien. D'abord parce que j'avais plus de cerveau, j'étais complètement éclatée et je rentrais et j'ai réussi à tenir ce rythme et ça m'a aidé à être beaucoup plus rapide. Après, j'ai eu un copain qui est venu m'aider le dernier jour, je crois. Et puis, j'ai littéralement couru, c'était vraiment une scène de film. J'ai couru pour rendre mes travaux qui venaient à peine d'être imprimés. Enfin bref. Mais d'avoir mis en place ce système-là, que je m'étais inventé toute seule par la force des choses, et finalement, je vais t'annoncer que j'ai eu le meilleur résultat de toute la France à ce diplôme national qui était un BTS. Voilà, finalement, l'histoire se termine bien. Mais une fois que tout s'est terminé, je me suis dit, en fait, on peut se programmer, on peut aller plus vite, on peut perdre moins de temps, on peut aider à la distinction des choses en les séparant géographiquement. Dans un espace même petit, on peut faire des séparations. Et ça m'a toujours servi parce que souvent, on a tendance à tout faire au même endroit. Et toi, si tu es étudiante, peut-être que ton lit ou ton studio, c'est un endroit où tu dessines, où tu peins, où tu appelles tes membres de la famille, où tu travailles, où tu fais tes... Et du coup, ça crée une confusion d'automatisme. Ça détrigger, ça déclenche plus rien là, ça abat les déclencheurs des fois, de créer des confusions géographiquement dans un espace. Donc déjà en termes d'environnement, on peut mettre en place un environnement qui facilite en fait notre capacité à rentrer dans notre travail d'étude d'apprentissage des langues. C'est la première morale de l'histoire. Par contre, quand même, pour calmer les choses, j'ai envie de dire que 12 ans plus tard, je suis plus la même, j'ai plus besoin de vivre un stress intense, je ferai plus ce genre de folie, je vous rassure. Bref, donc voilà, la séparation géographique, ça peut être quelque chose qui peut beaucoup t'aider. Le déclencheur, ça peut être juste être quand tu t'assois dans un fauteuil en particulier ou à un endroit particulier de ta maison. Et peut-être que c'est pas quelque chose qui est chez toi, tu vois. Ça peut être, eh ben maintenant je m'assois dans mon bus ou je m'assois dans ma voiture. Et là, cet endroit, c'est cet endroit où j'apprends l'espagnol. Voilà. Tu peux être dans une situation où tu bouges beaucoup. Tu vas me dire, ben moi, Coralie, je suis digital nomade, je change beaucoup de lieu. Bah, j'ai envie de dire d'abord, tu vois, moi, je me suis programmée sur 10 jours. Et après, est-ce que je l'ai plus ce fauteuil en rotin? C'est dommage, je peux plus te dire s'il me fait un effet particulier. Mais c'est quelque chose qui peut être aussi pensé sur du court terme. Je sais pas moi, tu es en apprentissage intense d'une langue en particulier parce que tu as une échéance, tu as une conférence, tu as un voyage dans 4 mois. Tu peux très bien faire un truc géographique pour cette période-là en fait. C'est pas grave. Si tu es digital nomade aussi, sache que tu peux utiliser un vêtement. C'est une alternative que je te donnerais. De te dire, en fait, quand je mets ce pull, c'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup, hein, encore aujourd'hui. Alors attends, j'essaie d'être assez logique dans ce que je te raconte. Là, dans mon exemple que je t'ai donné, j'ai distingué les états que je voulais. Il y en a un où je voulais dormir immédiatement. Il y en a un autre, un état où je voulais être en capacité de voir, donc juste solliciter la partie de mon cerveau qui voit, qui met en page et qui regarde les équilibres dans une page, la partie un peu créative. Et l'autre, c'est de la partie rédactionnelle. Donc là, quand je suis à cette chaise, je sais rédiger. J'avais pas travaillé tellement l'émotion parce que il faut 2 ingrédients pour réussir à créer un trigger. Il faut de l'intensité ou de la clarté, voilà ce que je cherche, avec force et intensité. Et il faut répéter la chose, répéter la chose jusqu'à ce que ce soit complètement ancré. Il faut un élément qui déclenche, qu'on sache exactement ce qu'on veut déclencher, parce que là on n'est pas dans la réaction, on est vraiment dans l'intention. Et ensuite répéter la chose. Donc, si je prends ton exemple de l'espagnol, peut-être que tu vas dédier une partie de ton logement à ton espagnol, mais peut-être que tu vas dédier à différentes activités que tu fais au sein même de ton apprentissage de l'espagnol, parce que tu peux avoir peut-être quelque chose qui va être de l'ordre de la conversation, tu vas peut-être avoir quelque chose qui est de l'ordre de la prise de parole pour de l'animation, tu vas peut-être avoir quelque chose qui est de l'ordre de la grammaire, et ça va peut-être pas demander que tu aies les mêmes états à chaque fois. Par exemple, tu vas peut-être avoir besoin de travailler ton courage pour de la prise en parole, de parole, voilà. Et à ce moment-là, peut-être que le geste, c'est très intéressant. Peut-être que travailler sur les postures de pouvoir, les power poses, ça va pouvoir t'aider. Peut-être que ton déclencheur de ton espagnol en prise de parole, ça va être de travailler la power pose. En plus, c'est quelque chose que tu peux faire partout, tu vois, si tu as une prise de parole dans telle entreprise. Et tu vas travailler sur un autre déclencheur, par exemple ton envoi de mail, qui est aussi de la rédaction, à un endroit particulier de chez toi. Et là, ce sera un déclencheur soit de toucher, parce que ça va être un fauteuil particulier,
soit un vêtement ou un bijou. Donc à toi de voir, à toi d'expérimenter, à toi de faire naturellement ce qui te viendrait à l'esprit. Soit tu te dis, bah en fait, je vais me mettre des boucles d'oreilles, et cette boucle d'oreille, ce sera mon moi hispanophone, et je l'utiliserai quelle que soit la situation, même si je travaille de la rédaction ou je travaille de la prise de public, de parole en public, et décidément, j'y arrive pas. Ou alors tu vas te dire non, moi j'ai besoin de déclencher un état particulier quand j'écris qui est pas le même que quand je parle à des gens, et donc ça va plutôt être l'état émotionnel qui va faire en sorte que j'utilise tel ou tel déclencheur. Un autre déclencheur pour moi d'un état, c'est la douche ou le bain. Souvent, on a besoin de savoir déclencher un état d'esprit une capacité à se concentrer. J'ai eu un accompagnement des élèves qui écoutaient beaucoup, qui m'ont dit tu vas être contente, je mutualise, je fais mes trajets en vélo en écoutant un podcast en allemand, et en fait, j'apprends pas. Alors, je dis, tu fais combien de temps? 45 minutes. Waouh, 45 minutes tous les jours et tu progresses pas? Tu arrives à écouter pendant que tu conduis ton vélo? Oui, oui, oui. Ok, bon, il va falloir qu'on aille plus loin. Peut-être que tu n'as pas l'état mental qu'il faut pour écouter. Est-ce que le contenu te plaît? Bof. Est-ce que machin? Voilà, je creuse. Donc je sais par mes accompagnements qu'il y a aussi beaucoup besoin de travailler la concentration, parce que parfois on passe beaucoup de temps avec une langue, mais c'est pas du temps de qualité, et donc on n'apprend pas très bien. Un super outil pour ramener la présence, c'est une bougie ou un feu de cheminée, mais c'est de regarder une flamme. Et ça peut bien aider. De regarder une flamme, c'est quelque chose qui peut te ramener à un état d'esprit de concentration, surtout si tu as tendance à être dispersé. Et au bout d'un moment, peut-être que la première fois, tu auras besoin de regarder cette flamme pendant 4 minutes avant de redescendre au niveau du stress, parce que c'est pas bon en fait le stress, c'est pas bon d'être trop agité cérébralement, ça aide pas du tout à l'apprentissage. Donc je te disais, peut-être que tu auras besoin de regarder cette flamme 4 minutes au début, peut-être qu'à la fin, à force de répétition, c'est ça l'ancrage, c'est ça le trigger, à force de répétition, tu la regarderas que quelques instants, et presque à la fin, tu auras juste eu le temps d'allumer ta bougie pour que déjà tu sois disposé en fait à apprendre bien plus facilement. À savoir que quand on met en place des triggers positifs, l'idée c'est d'enlever nos triggers négatifs. Et les triggers négatifs, les triggers qui vont en fait nous disperser, par exemple mettre ton téléphone en mode avion, ou voilà, parce que tu vas avoir des tas de sons sinon qui vont te disperser, ou alors si tu es sur ton ordinateur, je te recommandais non, ça je l'ai fait dans le Polyglot Booster, mais je recommande dans le Polyglot Booster, qui est notre kit pour apprendre facilement les langues à la maison, d'avoir un profil Google Chrome dédié où t'as pas tous tes onglets habituels, où t'as rien qui va t'amener à ce que tu fais par ailleurs, mais tu ouvres ça, et là t'es dans ton monde, dans le monde dans lequel tu apprends telle ou telle langue. Et penser à son environnement, penser à ses triggers, ses déclencheurs, ça participe de nous aider, parce que parfois on ne se rend pas compte, mais on a un environnement qui va contrer les efforts qu'on met à apprendre une langue. Un déclencheur que tu peux utiliser aussi, c'est la musique. Alors tu vas avoir des tas de musiques qui ont des hertz spécifiques pour le cerveau, moi ça je connais pas du tout, mais quelque chose qui te relaxe, qui te détend, quelque chose de tout doux, tout silencieux. Mais l'idée c'est d'avoir toujours le même déclencheur, toujours le même stimuli, et de répéter jusqu'à ce que ça fonctionne. Sachant que, et ça tu le sais en hypnose, on n'est pas tous réceptifs de la même manière en fait. Il y a des personnes qui vont être plus programmables, plus auto-programmables que d'autres. Commencer petit, commencer simple, c'est toujours mes conseils de départ. Et surtout, en fait, noter ce qui change, d'avoir un petit carnet de suivi de j'ai mis en place ça, ou simplement d'observer, est-ce que ça m'aide? Par exemple, j'ai pris ce super pull polaire pour en fait, que j'enfile avant chaque fois que j'étudie mes langues. Et est-ce qu'au bout de un mois, je remarque que hop, j'ai à peine enfilé mon pull polaire et déjà je suis dans le mood d'apprendre mieux. Est-ce que je remarque un changement ou pas? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser quand on veut ne plus confondre des langues? Et là, il faut être créatif, surtout si tu as fait comme moi, c'est-à-dire que tu as commencé par utiliser des déclencheurs pour les différents états de cerveau, c'est-à-dire ma capacité à rédiger versus ma capacité à me relaxer pour écouter du contenu versus ma capacité à prendre confiance en moi pour m'engager dans des conversations. Et bien là, d'utiliser des déclencheurs, ça va demander une autre organisation quand on se dit ok, mais je vais devoir rédiger en espagnol, je vais aussi devoir rédiger en italien, et je vais aussi devoir rédiger en béarnais, si je prends mon cas par exemple, pour que ce soit une illustration plus simple. C'est de faire en sorte que ces moments de rédaction ne se ressemblent pas. Mettons que j'ai un déclencheur pour tous mes moments de rédaction, même en français, même en tous.
Peu importe, même quand c'est pour mon entreprise, même quand c'est privé, même quand c'est... Mettons que ce soit de la musique. Ok. Bon, si c'est de la musique déjà qui me déclenche de la rédaction, je vais pas utiliser la musique pour distinguer ça, parce que c'est déjà mon déclencheur de rédaction. Je vais trouver un autre moyen de distinguer l'espagnol de l'italien, du béarnais. Alors ça peut être le moment de la journée, ça peut être parce que mon italien je le travaille le matin, et donc il y a une luminosité particulière, et que mon espagnol je le travaille le soir par exemple. Ça peut être aussi parce que je change de support, par exemple je rédige mes mails privés ou pro avec telle boîte mail, je travaille ma rédaction en espagnol sur Tandem et je travaille ma rédaction en italien sur mon journal physique, tu vois, ça peut être un objet différent. Ça peut être, je te disais, des boucles d'oreilles, un bijou, n'importe quoi, un vêtement qui aide à séparer. Ça peut être, en fait, j'ai juste besoin de mettre l'accent sur le béarnais, mettons, et là, je vais l'associer à, en fait, de boire une tisane. L'idée, c'est de pas mettre en place des choses complètement alambiquées, complètement ubuesques. On n'est pas là pour se compliquer la vie, on peut se la rendre un peu plus divertissant, on peut se la rendre un peu plus fun, on peut se la rendre plus jolie, plus dynamique, plus créative, ça c'est sûr. Mais on n'est pas non plus là pour se compliquer la vie, donc essaie de tester des choses. L'intention, elle est très importante, et la répétition aussi. Donc, trouve un système simple, voilà, fais des tests sur quelques jours, trouve un système simple, et à force de répétition, ça va t'aider à finalement retomber dans cet état émotionnel particulier plus vite. Et l'état émotionnel a une importance capitale sur ton apprentissage des langues. Et être plus conscient de nos réactions de manière générale, c'est quand même hyper important. Je pense que je vais terminer l'épisode là-dessus. Être conscient de nos réactions et avoir un peu de mainmise, parce que je suis pas sûre qu'on obtienne un jour 100% de mainmise là-dessus, c'est ce qui nous rend heureux. Et ça, c'est utilisé, cette chose-là est dite dans énormément de philosophie, énormément de religion aussi. On est libre quand on est conscient de nos réactions, parce que ces réactions elles nous rendent captives ou captifs de nos automatismes. On se retrouve dans des situations où on fait des choses qu'on ne veut pas et on n'en fait pas des choses qu'on souhaite faire. Et ça, c'est dommage. Donc, j'ai pas envie non plus de tomber dans la philosophie, puisqu'ici, on est là pour l'apprentissage des langues. Mais c'était pour te dire que dans ta manière de planifier tes langues, dans ta manière de planifier ton apprentissage, si tu vois que tu bloques, si tu as envie d'aller plus loin là-dessus, si tu as envie de travailler sur tes différents états de cerveau, alors déjà, tu peux avoir des outils, tu peux avoir des hypnothérapeutes qui peuvent t'aider, tu peux avoir des tas de moyens d'optimiser tout ça. Et les déclencheurs peuvent t'aider à retrouver des états émotionnels désirés pour apprendre mieux et plus facilement. J'ai envie de dire que c'est aussi un hack et une astuce très légère, ce que je te raconte. Ici, on est dans quelque chose de léger. Parce que j'ai des fois accompagné des élèves qui avaient vécu des vrais traumas linguistiques. Si tu as vécu un trauma linguistique parce que tu as vécu une immigration de force, parce que tes parents ont vécu une immigration de force, où il y a eu des problèmes de langage à la maison, où tu pouvais pas parler la langue de ta famille à l'extérieur et ça a été vécu comme quelque chose de douloureux, où il y a, je sais pas moi, même des guerres dans ton pays d'enfance. Il y a des vrais sujets de trauma linguistique. Cet épisode, il est beaucoup trop léger. Il y a un vrai travail à faire et s'amuser avec une bougie ou s'amuser avec un pull ou s'amuser avec une chaise en rotin ne va pas aller soigner des traumas linguistiques. Si tu as des traumas liés à l'école, parce qu'on t'a humilié en cours d'anglais, il y a des professeurs qui peuvent être formidables et puis il y a des professeurs qui peuvent avoir une attitude destructrice, eh bien, j'ai envie de t'inviter à faire en sorte, et là on sort un peu du sujet, que ton apprentissage des langues ressemble le moins possible à ce qui se passe à l'école. Et pour ça, tu as plein d'épisodes qui peuvent t'aider. Tu as l'épisode avec Joanna Radomska sur les language walks, les marches linguistiques. Tu as des tas de cours qui t'invitent à repenser en fait ton apprentissage. Tu as l'épisode avec Hélène sur les mind maps, sur les cartes mentales. Tu as plein de moyens de recréer quelque chose de complètement différent. Je t'invite quand même à prendre ça en compte parce que quand tu vas imaginer tes déclencheurs ou tu vas essayer de prendre ça en compte, essaie aussi de sortir du cadre de j'apprends assise à un bureau devant un livre. Non, j'apprends dehors, j'apprends en marchant pieds nus dans mon jardin, j'apprends dans les transports, dans les salles d'attente, j'apprends avec des gens, j'apprends au bar, j'apprends... voilà, que tu sors de ces modèles et que tu choisisses des déclencheurs qui vont bien avec ces modèles. Parce que ça peut être aussi des choses toutes simples, tu n'es pas obligé de t'arriver déguisé à
un café linguistique. Tu peux te dire en fait, dans ce café linguistique, je vais boire une boisson que je bois jamais. Je vais prendre des jus de tomate, alors que j'en bois jamais. Mais j'aime bien le goût. Je vais prendre du tabasco et ça va être mon déclencheur de ça y est, je suis prête à parler toutes les langues du monde. Tu vois, tu peux inventer plein de choses. C'est aussi pour amener un peu de fun qu'on peut utiliser les déclencheurs quand on commence à s'ennuyer dans son apprentissage des langues et quand on commence à être un petit peu à l'étroit dans les modèles dans lesquels on a décidé ou pas, dans lesquels on est resté jusqu'à présent. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi? Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux.